Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons du Ghana à l'heure des élections contestées. Est-ce que le Ghana devient une tradition démocratique ou une tradition démocratique surcotée? C'est la question que nous décryptons avec notre invité du jour, Nicolas Lawson. Il est homme politique togolais, président du Parti du Renouveau et de la Rédemption. Merci, Monsieur Lawson, de rester avec nous. Merci à vous. À la fin de la première partie, nous avions entamé l'arrivée au pouvoir de Jerry John Rawlings, d'abord en 79 par un coup d'État. Ensuite, il a remis le pouvoir à un président élu, Liman, qui n'a pas fait long feu. Jerry John Rawlings est revenu en 81 pour reprendre les rênes du pouvoir, et vous l'avez dit, dans le sang à l'époque. Oui, les gens souhaitaient cela parce que le Ghana allait très mal. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que vous êtes jeune, nous on était aussi jeunes, mais un peu truc. On allait acheter tout à Plaou à un moment donné, avant l'arrivée de Jerry John Rawlings. Puis tout d'un coup, les choses s'étaient dégradées, il n'y avait plus rien. Et les gens se mettaient en rang pour acheter des choses, il y avait la misère. Et quand ça a été que Jerry John Rawlings est venu la première fois, il a laissé le pouvoir à Liman. Mais Liman n'a pas été à la hauteur. C'était vraiment un désastre. Et c'est là où il y a une autre équipe. Qu'est-ce qui faisait la faiblesse de Liman? Non, vous savez, diriger un pays, et ça peut être un don. Et ça peut aussi être une ambition mal placée. Ça peut aussi être une bonne ambition aussi, d'une façon ou d'une autre. Et Liman n'était pas à la hauteur. N'était pas à la hauteur. La situation exigeait des hommes. Et c'est là où P.V. Obeng, qui était Paul Victor Obeng, qui était mon ami, avait proposé à Rawlings de renverser, donc avec les Kwasigan et tout, et ils l'ont renversé. Et ils ont pris le pouvoir. Donc quand ils sont arrivés, ils ont remis de l'ordre et de la discipline. La première chose à faire, c'était d'éliminer toute la gangrène de la société. Des généraux notamment, surtout. Tous les généraux, tous les généraux, les grandes sociétés, les directeurs de sociétés, des trucs, tout ça, au poteau. Hein? Carrément. Hein? Carrément. Tu vois. Et du coup... C'était des exécutions sommaires. Hein? Sommaires, oui, c'était ça. Les Anglais avaient trouvé ça scandaleux. Et c'est pour ça que pendant longtemps, Rawlings a eu des problèmes avec l'Occident à cause de ça. Hein? Mais le gars était venu là balayer la maison, le sang a coulé proprement et tout. Et dans ce gouvernement dont je vous parle là, il y avait aussi... De nous parler de ce gouvernement, comment cela se faisait? Est-ce qu'ils étaient interrogés? Sur quels critères étaient-ils abattus au poteau? Le problème, c'est quoi? Quand vous voyez que dans un pays aussi richement doté que ce pays-là, où sous Kwame Nkrumah pendant longtemps, le pays a été vraiment un pays merveilleux. Il y avait tout, on fabriquait des choses, on faisait des choses et tout. Et puis tout d'un coup, on n'avait plus rien. Oui, mais donc, il fallait quand même des procès, non? Comment étaient-ils triés? C'est-à-dire, on les prenait juste comme des poulets? Exécutions sommaires. Dès lors que vous avez votre département qui ne marchait pas, on sait que vous avez des trucs de corruption et tout ça, on vous arrêtait. Et les procès se faisaient dans les trucs comme ça, on vous condamnait et on vous exécutait. Et dans ce gouvernement, il y avait qui? Il y avait John Agekun Kufuor, ministre de la décentralisation. Il était dans ce gouvernement-là. Dans le gouvernement de Rawlings? De Rawlings. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a quitté? C'est quand maintenant on a exécuté les 4 juges de la Cour suprême et autres, qui étaient des Ashantis. Que les Ashantis s'étaient rebellés contre John Agekun Kufuor, qu'il était un traître, un vendu, un pourri d'être membre d'un tel gouvernement et tout. Donc il a été forcé de démissionner. C'est comme ça que leurs routes s'étaient séparées. Sinon, ils étaient ensemble. Ils faisaient partie de ce gouvernement-là. Tu vois? Donc, ce qui fait que, au moment où le pays a sombré et que Rawlings est venu, et la peur au ventre, les gens ont commencé à exécuter les ordres, à être ponctuels, à ne plus voler et tout ça là et tout. Le pays a commencé à reprendre. Le Ghana est une nation bénie de l'Éternel Tout-Puissant. Vous avez de l'or, mais
en abondance. Vous avez des diamants, manganèse, bauxite, Et dernièrement, le pétrole. pétrole, et ainsi de suite et tout. Tu vois? Ce pays est riche, avec des fleuves et des trucs. Nous, on allait chercher à Winneba et tout, les langoustes, tout ça là et tout. Ouais, comment Il y a une population relativement cultivée. cultivée aussi. Tu vois? Donc le pays a repris. Comme le pays a repris, bon, les gens ont commencé à apprécier Jerry John Rawlings. Ouais. Jerry John Rawlings qui a introduit le multipartisme, Voilà. la démocratie dans les années 90, En 92. avant de rendre le pouvoir dans les années 2000. Oui. Alors, en 30 ans, 5 présidents se sont succédés et 3 fois l'opposition a pris le pouvoir. Est-ce à dire que le Ghana est devenu une tradition démocratique? Non, le problème qui s'est posé, tu vois maintenant pourquoi John Dramani Mahama conteste les élections. Et si Jerry John Rawlings était vivant, il allait intervenir pour lui dire non. Parce que l'élection de 2000, où Kufuor est arrivé au pouvoir, Kufuor avait gagné au premier tour. Et Afarijan, qui était le président de la commission électorale, Rawlings l'a appelé pour lui dire, si tu proclames ce résultat, le pays sera à feu et à sang. Hein? Les gens ne savent pas, les gens racontent des histoires, des choses partout. Hein? Et donc, Afarijan dit, alors je proclame quel résultat? Et Rawlings dit, tu attends, et je te donne le résultat que tu vas proclamer. Et Rawlings lui a donné le résultat. Tu vois? Il faut un deuxième tour. Absolument. Donc, si tu ne proclames pas ça, le sang va couler. Donc c'était c'est une démocratie arrangée finalement. Absolument. Les gens ne savent pas, racontent leur vie, n'importe quoi. Tu vois? Donc quand Afarijan a eu les 2 résultats, il a appelé John Kufuor. J'étais là. Et il lui a dit, voilà le résultat. Sorti des urnes. John Rawlings m'a dit de ne pas proclamer ça, sinon le pays sera à feu et à sang. Et il m'a donné ce résultat, ce deuxième résultat que je dois proclamer. Sinon, j'aurai des problèmes. Et le pays aura des problèmes et tout. Maintenant, je te dis à toi, et John Agekun Kufuor, de choisir. Si tu choisis que tu es gagnant au premier tour, je te proclame président. Le résultat, c'est ça. Et je m'en fous pour le reste. Si tu ne choisis pas ça, alors c'est toi qui es responsable devant l'histoire et tout. Et John dit, je ne vais pas accepter ça. Et je dis, mais John, tu ne vas pas accepter quoi? D'aller au deuxième tour? Il dit oui. Et je dis, après, tu feras quoi? Il dit, on va voir, il va aller voir les siens et tout. Alors il est parti là. Tiens, et les siens. Et ils étaient tous là, tu vois, aujourd'hui. Beaucoup sont morts et tout ça. Et il leur dit ça, il dit, jamais. Ça n'ira pas comme ça. On reprend les coups précoces, les manifestations, on déstabilise le pays. Et là, ça suffit comme ça. Cet assassin-là, il ne va pas continuer à faire ce qui lui plaît et tout. Alors j'ai appelé John. Je dis, tu viens, on est monté là-haut. Les gens t'ont pété dans le truc et tout. Je dis, John, moi je t'ai dit que tu vas gagner. Je t'ai dit que tu vas diriger le Ghana. Je l'ai vu. Il dit oui, c'est toi seul qui était. Même, tu sais, à l'époque, le président du NPP, hein, il a appelé John, hein, il a appelé John là, hein, et un non-titi personne, un non-titi, zéro quoi, un non-titi, le président du NPP. Il dit, you want to rule this country. Et il avait démissionné. Hein? Et le propre frère de sa femme, Anti-Teresa, qui était, il dit, how can a roasted cassava rule this country? Roasted cassava, tu comprends ça? Un manioc pourri. Un manioc pourri rule this country. Le grand frère de sa femme, J.H. Mason, qui dit ça. Tu vois et tout. Et moi, je dis, John, ne les écoute pas, ferme tes 2 oreilles. Tu vas gagner, tu seras le président.
Ils peuvent aller jusqu'au ciel, ça ne marchera pas. C'est moi qui te le dis, tu seras pris. Alors maintenant, je te dis, accepte le deuxième résultat et va au deuxième tour. Et tu auras la paix. Et tu vas gouverner pendant 8 ans. Et Adema va t'aider aussi et tout. Si tu refuses, oublie le pouvoir. Tu en dis, ah. Et j'ai appelé sa femme, Auntie Teresa. Je dis, Auntie Teresa, voilà ce que je dis à mon ami. Qu'est-ce que tu en penses? Et elle dit, ah, Nico, tu es le seul qui lui disait depuis qu'il allait être président qu'il allait gagner. Maintenant, il a gagné. Et tu lui dis d'accepter un résultat qui n'est pas bon. Mais comment tu es comme ça, Nico? Hein? J'ai dit, hé, Auntie Teresa, si vous refusez ça, vous n'aurez jamais le pouvoir. Moi, je me lave les mains et je vous laisse. Vous faites votre propre cuisine. C'est tout. Je dis, il n'a qu'à aller au deuxième tour. Il aura les moyens. Je vais aller moi-même lui chercher des moyens. Il va gagner. Et il va diriger ce pays pendant 8 ans. Il n'aura aucun problème. Tranquille. C'est ce que je lui conseille et tout. Et il se tourne vers John. Et il dit, ah non, Nico, we cannot accept this. Il dit, ok, ouais, c'est bon. Et John, il fait ça, il tourne. Il dit, ah, Nico, pourquoi tu amènes encore une affaire comme ça? Why, Nico, why? C'est, hey John, it's what I say, it's finished. Alors il réfléchit, il rentre dans sa chambre, et puis après il descend. Il va en bas, et si on tue, il dit, we are going to go for the second round. Je dis, ce type est ambitieux, quoi. C'est ça, il veut le pouvoir, et il veut pas. Tu sais, il avait compris le message parce que lui, il avait quitté le gouvernement de Rawlings. Ils connaissent le personnage. Il connaît le personnage. Il savait que si le type disait des trucs comme ça, il allait foutre la merde, quoi. Les autres croyaient que c'était de la blague et tout. Alors quand Rawlings Kufuor a dit, je vais au second tour, ça avait complètement changé Rawlings aussi. Tiens. Et je lui ai dit de l'appeler. Dis-lui que tu sais ce qu'il a fait. Mais que c'est pas grave. Que tu as compris qu'il ne veut pas mordre la poussière au premier tour, après 20 ans de gouvernance. Oui, justement, j'allais vous poser la question. Comment se fait-il que Rawlings, après autant d'années au pouvoir et sa popularité, n'a pas pu se faire réélire? Non, c'est lui-même qui a... C'est lui qui a provoqué l'alternance? Oui, il a fait une constitution en 92 qui imposait 2 mandats de 4 ans. Oui, mais comment il n'a pas pu mettre un dauphin? C'est-à-dire que celui qui devait le remplacer... Son dauphin, c'était Atta Mills. Oui. Et Atta Mills avait perdu. Oui, mais comment cela a été possible? C'est ce que je suis en train de te donner, là, les résultats. C'était oui, ça. Les résultats, mais c'est-à-dire que politiquement, comment cela s'explique? Pourquoi Atta Mills n'a pas bénéficié de la popularité de Jerry John Rawlings? Non, il ne pouvait pas. Jerry John Rawlings, c'était un personnage singulier. Tu vois? D'ailleurs, quand tu vois l'homme, il y avait une telle énergie, une telle conviction, une certitude dans ce qu'il disait. Donc, il n'a pas battu campagne pour Atta Mills? Ah si. Oui, mais pourquoi cela n'a pas suffi? Non, les gens voulaient le changement. C'est-à-dire, les gens voulaient. Et puis, tu sais, le monde n'est pas quelque chose de stable. Le monde évolue et tout. Avec le temps, les gens étaient fatigués de Rawlings. Hein? Les choses devenaient encore plus chères, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, les gens avaient voulu changer. Et le message que j'avais dit à Kufuor d'avoir, quand on faisait campagne, c'était positive change. Hein? Et John se présentait comme des gentle giants, le géant gentil. Hein? On va voir le géant gentil. Et c'est pas quelqu'un qui était méchant, parce qu'il avait travaillé avec Rawlings, il le connaissait, et après, il a quitté son gouvernement quand on avait tué les juges et tout. Donc, il y avait, tu vois, concours de circonstances, de sympathie et tout, et il avait gagné. Il avait proprement gagné. Et personnellement, pourquoi vous l'avez quitté après comme conseiller, je pense, économique, non? C'est comme ici aussi, quand j'avais soutenu Kofigo à la conférence Kofigo. C'est un ancien Premier ministre. Oui, des années à la 91. conférence nationale souveraine. C'était une erreur de ma part. Mais c'est parce que, vous savez, vous avez le côté rationnel et le côté instinctif, comprenez, l'intuition. Dans la vie d'un homme, il vous arrive d'utiliser, tu vois, votre intuition ou votre
conscience, tu vois, rationnelle. Et des fois, les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Et vous faites le choix. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le choix, dites-lui non, c'est une bêtise. On a toujours le choix, dans toutes les circonstances données. Si je fais tel choix, je peux avoir ça. Si je fais tel autre choix, je peux avoir ça. L'homme fait des fois des choix inconscients, hein, ou irrationnels, ou ainsi de suite et tout. Pourquoi je vais le tuer? Si je le tue, on va m'arrêter. Est-ce que ma vie n'est pas perdue? Est-ce que tu vois? Et je veux le tuer pour prendre son argent ou pour avoir les trucs et tout. Donc, on se pose toujours en permanence cette question, tu vois, à nous-mêmes, à notre conscience. Et il y a aussi notre subconscient qui est là. Et c'est tout le problème. À un moment donné, est-ce que vous voulez suivre votre subconscient ou votre conscience pure, votre intuition aussi ou autre? Donc, on a toujours le choix. Selon ce qu'on cherche, selon ce qu'on veut, là où on veut aller, on a toujours le choix. C'est ma conviction profonde. Donc ça fait une erreur de plus, erreur en quittant Kufuor, erreur en quittant Kofigo. Non, avec Kofigo, ce n'était pas une erreur. C'était, franchement, le Togo, c'est pas ce que je rêvais pour mon pays. À la conférence nationale, on a eu ce qu'on appelle l'acte 7. Tu connaissais l'acte 7? C'était la loi fondamentale de la République togolaise qu'on avait adoptée à la conférence nationale. Donc, c'était la constitution, par excellence, de la période de transition. Et à partir de là, tu peux être n'importe qui, tu dois te conformer à cette loi fondamentale. Et dans cette loi fondamentale, ceux qui étaient à la conférence nationale ont écrit, noir sur blanc, que le chef du gouvernement doit rendre compte au chef de l'État régulièrement. C'est une obligation. Une prescription constitutionnelle est une obligation pour tout individu qui assume une certaine responsabilité donnée. Maintenant, parce qu'il y avait des démagogues, des trucs comme ça et tout, tu voulais faire quoi? Montrer que tu es plus que Kiki. Donc tu ne veux plus aller rendre compte au chef de l'État. Alors je dis, mais comment? Tu as une obligation. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Tu veux, par exemple, ouvrir le boulevard des armées. Et Gnassingbé Eyadema te dit, mais j'ai été obligé de fermer ça parce qu'il y avait des coups d'État et tout, et j'avais peur et tout. Donc, si tu veux ouvrir ça, donne-moi un délai. Et tu dis non. Et le gars dit, d'accord, vas-y. Il raccroche violemment. Alors, il dit à ces hommes, je veux qu'on nous donne un temps. Alors, ces hommes se lèvent et ils viennent te séquestrer. Alors là, tu deviens un jouet, un joujou, tu es un rigolo. Oui, mais pourquoi il ne vous a pas, Maître Joseph Kokou Kofigo, pourquoi il ne vous a pas utilisé comme passerelle, hein, vous qui étiez amis, on va dire, hein, vous aviez de très bonnes relations avec l'ancien président Gnassingbé Eyadema, que vous avez d'ailleurs en admiration. Hein, vous avez dit qu'il est patriote, un génie politique. Non, Gnassingbé Eyadema, personne ne peut m'empêcher de dire ce que je pense de. C'était un grand homme. Et c'est pas seulement moi qui. C'est ce que vous faites. Un grand homme en quel sens? Mais c'était un grand patriote. Et ce type, il avait réussi une chose extraordinaire. Tu sais, les gens plaisantent. Ils avaient un trio que j'appelais le trio Majesty. Gnassingbé Eyadema, Jacques Chirac et Rafik Hariri, le Libanais. Tiens. Et il contrôlait toute l'Afrique de l'Ouest, tous ces trucs-là et tout. L'argent, Gnassingbé Eyadema avait des conteneurs de billets, tout, qu'on faisait venir des trucs et tout ça, et qu'il distribuait. Ainsi de suite. Donc sa fortune ne venait pas seulement du Togo. Mais quel Togo? Est-ce que le Togo peut fournir ce que Eyadema avait pour financer des chefs d'État étrangers, des gens, des trucs comme ça? Quand on organisait des sommets de la CEDEAO, qui finançait? Gnassingbé Eyadema. Depuis qu'il est parti, vous avez vu encore des choses comme ça? D'où lui venait cette intelligence économique, on va dire finalement. Ah ouais, c'était un champion. Quand il comprend quelque chose, tu vois, il avance. Quand il était là, il appelle Gaulle. Et il dit, le Biafra là, De Gaulle et Oufoué, tu vas s'organiser, tout ça. Donc on va faire ça. C'est comme ça qu'ils ont créé la CEDEAO. Mais vous qui l'avez côtoyé, oui. Comment on peut ne pas avoir fait de grandes études, mais avoir une
compréhension quand Est-ce même que, très juste Michel, de la géopolitique. hey, Il a est-ce su que- utiliser la géopolitique, Est-ce Gnassingbé que, Eyadema, mais il ne est-ce connaissait que- pas beaucoup. est-ce que Thomas Edison a fait des études? Il s'est arrêté au CE1, comme on dit Gnassingbé. Thomas Edison. Mais l'électricité, hein? Hein? Les émetteurs, les récepteurs, tout ça, c'était lui. Hein? Mais si tu n'as pas fait des études, mais tu peux faire des tables bancs, mais d'une extraordinaire. Tu peux, mais il y a des dons en dehors de ça. Tu sais, c'est-à-dire, moi j'ai vu, moi qui suis ici, j'ai fait quoi? Moi j'adore les mathématiques et la physique. Mais quand j'ai été obligé de faire la politique par, je ne sais même pas pourquoi et tout, ça m'énerve. Parce que quand j'étais en France, j'étais avec le professeur Louis le Prince Inguet, hein, académicien et tout ça, c'était le grand physicien et tout, et on allait ensemble, on est allé voir le Centre européen de recherche nucléaire, et quand je voyais comment l'atome et les trucs se fusionnaient et tout, je me dis, mais extraordinaire, tu vois, et on frottait et tout. Je me dis, mais pourquoi tu es perdu? Je me sens perdu, moi. Je suis quelqu'un de totalement perdu. Pourquoi je fais de la politique? C'est pour être quoi? C'est pour faire quoi? Mais tu vois, je vais, je reviens, je vais. Donc c'est moi, ma destinée. Ça. On n'a pas besoin. Les connaissances livresques, tu vois, sont limitées. Le reste, les dons de Dieu, tu vois, c'est-à-dire la préscience, le truc et tout, sont des dons. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir pour avoir... Tu crois que j'ai des filles qui ont le MBA, des trucs comme ça et tout. La première femme avec qui j'ai vécu à Paris, elle est docteur en droit. Hein? À ça, c'est là, ils sont doctorats en droit. Ah, ça, c'est tout, tu vois. Mais je faisais ces études de cas et tout ça avec elle. Et j'apprenais. Des fois, je lui expliquais des choses. Alors que c'est elle qui devrait m'expliquer des choses et tout. Nous avons une intuition des fois. Un de mes professeurs disait quand on faisait la géométrie. Je ne sais pas si tu as fait la géométrie, toi. Tu as fait les mathématiques classiques, là, digestion, des trucs comme ça. La géométrie, je connais, mais... Non, tu as fait l'arithmétique et tout, tu vois, et tout ça. Moi, on faisait à l'époque la géométrie et puis l'algèbre et tout ça là, tu vois. Les mathématiques modèles, là, qui nous a permis d'aller aux ordinateurs, des trucs comme ça et tout. Mais vous, quand j'arrivais en 6e, hein, on nous disait que l'année prochaine, les mathématiques classiques, hein, modèles vont remplacer les mathématiques classiques. Donc, tu devais fuir pour que ça ne t'atteigne pas. Mais quand j'ai foutu la merde au Dahomey et que j'ai dû fuir pour venir ici, j'ai fait le collège Saint-Joseph et c'était les mathématiques classiques. Parce qu'en temps, j'ai perdu une année. Quelle merde avez-vous foutu? Hein? Qu'est-ce qu'aviez-vous fait? Mais j'ai écrit dans le truc politique d'indépendance nationale, est-ce une révolution? Que les intellectuels tarés qui entourent Mathieu Kérékou vont venir détruire le pays. Parce que l'Africain, nous ne pouvons pas faire le marxisme-léninisme ici en Afrique et réussir, vous comprenez? Ils n'avaient rien compris parce qu'ils ont été formés en Roumanie, Tchécoslovaquie, et Moscou et tout. Ils sont venus, ils ont convaincu Mathieu Kérékou qu'il faut faire le marxisme-léninisme et ils l'ont égaré, tu vois. Le jour il a compris cela et c'était déjà la catastrophe. Nicolas Lasson, on ne va pas perdre le fil de notre discussion. Ouais. Il y avait une parenthèse qu'on va refermer rapidement pour retourner au Ghana, Ouais. parce que moi je voulais comprendre. Alors, vous nous avez assez parlé du personnage Gnassingbé Eyadema. Ouais. Alors, d'où lui vient cette mauvaise publicité? Pourquoi est-il devenu un personnage finalement controversé Parce que sur j'ai l'échiquier vu- politique? Je voudrais J'ai comprendre. vu une chose chez cet homme-là. Il était magnanime. Si tu fais quelque chose de mauvais comme Gnassingbé Eyadema, si tu as la possibilité de venir demander pardon, il te pardonne. Eyadema était croyant. Tu vois. Si ce que je fais est bon, que Dieu me laisse continuer. Si ce que je fais est mauvais, hein, que Dieu me barre la route. Est-ce que Dieu lui a barré la route? Non. Donc, quand il fait les choses, tout, quand les gens viennent le voir pour lui dire, ah, M. Gilles Bokor a dit ça ou a fait ça et tout, et bon, appelez-moi Gilles Bokor. Tu vois, il peut dire ça. Mais quand il dit, ah, c'est Gilles Bokor, là, il m'emmerde. À la fin, tu vois, les gens vont aller te tuer ou t'arrêter. Et c'est sur son compte qu'on met ça. Moi, j'ai compris après, quand j'ai eu de longues discussions, hein,
avec des gens comme les Narcisse Djoua et les autres, ainsi de suite et tout. Et j'ai frotté avec les Tidjani, les Tatangué, les Korotou, des gens comme ça et tout. À l'état-major et tout ça. Donc, j'ai tracé Gnassingbé Yadema lui-même pour voir l'homme là, il vient d'où, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça, et ceci et tout. C'est là où j'avais compris que c'était un homme, tu vois, c'était une bénédiction de Dieu. Il avait un don. Personne ne gouverne un pays pendant 38 ans si tu n'as pas cette étoile-là. Mais le sachant, pourquoi vous n'avez pas fait route avec lui au lieu d'aller dans l'opposition je ne suis pas allé dans l'opposition. Je ne suis pas allé dans l'opposition. Comprenez? C'est-à-dire que j'ai jugé qu'après un temps, il faut qu'il cède la place. Tu vois? J'ai été formé au Dahomey. J'ai été formé, moi, au Dahomey. Et j'ai eu mon oncle, le général Paul-Émile de Souza, chef d'état-major. Quand il demandait à Akpiti Ahomaribé Maga de faire le triumvirat pour partager le pouvoir, pour préparer le pays après à une rotation normale, c'est moi qui les avais servis. J'ai écouté ce qu'il avait dit, mon oncle, le général Paul-Émile de Souza. C'était mon oncle, et j'étais avec eux. Il était chef d'état-major. Il était avec les Kouandété, les Mathieu Kirikou, les Alphonse Allé, tout ça là. Il aurait pu garder ce pouvoir. Même s'il y a eu un coup d'état contre lui, organisé par Kouandété et Moumouni et tout, qui avait raté. Maintenant, il appelle les trois là, Akpiti Ahomaribé, et il dit, vous allez former le triumvirat. 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et puis après, vous ferez des élections et les Dahoméens vont choisir. C'est moi qui les avais servis le jour-là. Comprenez? Alors, quand je viens maintenant au Togo et que je vois qu'il y a un homme qui est là depuis je ne sais pas combien d'années et tout, et que les gens font le truc, je dis, merde, pourquoi c'est comme ça? Il faut qu'il s'en aille aussi un peu. Comprenez? Si demain... C'est pour ça, le parcours de Yadema, beaucoup ne comprennent. Quand il avait décidé de démissionner et de quitter le pouvoir, les Kouna, les consorts sont sortis avec les animateurs dans les rues, les gens allaient dormir sur les chemins de fer, des trucs comme ça et tout, qui ne doit pas partir. Yadema mis les dieux, le gars dit, je m'en vais. On ne dit jamais. Maintenant, quand moi, je suis allé les voir, à l'époque, il n'y avait pas le Monesto, il y avait la ETB. Tidjani Droujaé était le président. On avait les Hé, les Akpeyome Kodjo, les trucs comme ça, Soufif comme ça. Tu vois, qui était là? Et je suis allé les voir. Et je dis, quelle est votre position? On dit, ah bon, on va faire une réunion au grand amphithéâtre. Et puis les étudiants disent, il y a des gens qu'à partir. Tu comprends? Et après, on finit, je vais voir les autres. Je dis, vous dites, il y a des gens qu'à partir. Mais le gars est au pouvoir depuis. Qu'est-ce qu'il a fait pour consolider, organiser le pouvoir? Il n'a rien fait. Et il dit s'en va. S'il s'en va maintenant, comment on va faire la succession? Donc, il faut aller dire à Gnassingbé Yadema de préparer une constitution qui permette la dévolution du pouvoir dans les normes, dans les règles et tout, avant de partir. Il ne part pas s'il ne fait pas ça. Pourquoi il veut mettre le pays en désordre et tout? Ça suffit comme ça et tout. Donc, quand j'ai fait ça, ah oui, tu vois, ils n'ont pas aimé. Et on a été voir Yadema au camp, et je me rappelle, tout ça, on ne va pas raconter toute cette histoire. Donc, Yadema, après la constitution de 1980 qui est venue plus tard, qui a permis qu'on fait les choses et tout, mais c'est suite à ça, quand je l'ai aussi attaqué dans son truc là, avenue Monori à Paris et tout, comprenez. J'ai joué un rôle de pacificateur. C'est pour ça que Gnassingbé Yadema m'aimait. Mon ami. Mais il ne vous a jamais proposé un poste. Si. Il ne vous a jamais nommé. La première fois, Yadema voulait que je sois ministre de l'information et porte-parole du gouvernement. J'avais refusé. Petit la clé disait, je dis, toi, va te faire foutre. Toi qui dis aux gens que il m'a fait envier les doigts. Maintenant, ne va même, tu n'as pas d'eau. Hein? Non, laissez-moi tranquille et tout, tu vois. Et vous avez vu comment il avait fini et tout. Donc, les gens font n'importe quoi dans ce pays. Il y a des lâches. Hein? Ce pays-là, il y a trop de lâches dans notre pays et tout. Et c'est ça qui fait qu'on a des problèmes. Le Togo est un pays béni de Dieu. Ouais. C'est pour ça que quand je suis allé à la conférence nationale, ma première mission, c'était quoi? C'était pas d'aller faire l'Ikofigo. C'était de faire revenir notre hymne national. Salut à toi.
Je m'étais fixé ce but et je dis, si j'arrive, j'ai réussi. Et c'est ce que j'avais réussi avec notre devise. Liberté, travail, patrie. Travail, liberté, patrie. Pourquoi vous teniez tant à cet hymne? Parce que ceux qui ont inventé ou qui ont conçu ça, ils avaient une sorte de préscience, d'intuition, tu vois. La providence qui nous a donné ça et tout. Je vais vous relancer sur le Togo. Vers la fin de cette émission, terminons avec le Ghana et l'alternance démocratique qui est arrivée en 2000 avec John Kufuor qui a fait 8 ans au pouvoir et ensuite il y a eu alternance. Atal Mills est revenu. Il a fait 4 ans. Au cours de son deuxième mandat, il est décédé. Et donc le pouvoir est revenu à John Mahama, que vous connaissez très bien. Alors, John Mahama n'a eu la chance que de faire un mandat et lui aussi battu par Nana Akufo-Addo. Est-ce que ces changements à la tête de l'État font du Ghana aujourd'hui un pays démocratique où, dans l'histoire, il y a eu d'autres conciliabules, on va dire finalement, pour arranger la démocratie? Absolument. Vous savez, John Kufuor, Yadema l'avait beaucoup aidé après. Parce que lui aussi, comme on dit, il renvoyait l'ascenseur. Il l'a aidé parce que John Rawlings, c'est lui qui, enfin, son père a été renversé par Rawlings ou... Non. John Kufuor il est là, vivant. Il était devenu presque le laquais de Gnassingbé et Yadema. Et vous savez, dans cette vie-là, quand vous avez l'onction de Dieu, il faut vous estimer heureux. John Kufuor, il est venu au pouvoir et une fois qu'il était venu au pouvoir, les prix de toutes les matières premières du Ghana avaient flambé. L'or, 70%, tu vois, le cacao, 80%, tu vois, la bauxite doublée, les manganèses, le diamant, tout avait, et le pétrole était découvert et on a commencé ces trucs et tout ça. Tout avait flambé. Et ça, c'est à part ça. Maintenant, ce qui était superbe, c'est quoi? Guerre civile en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui était là et tout en Côte d'Ivoire, il y avait de l'argent, des milliards. Ils ont balancé ça au Ghana. Donc, il faut profiter de cette conjoncture. Énormément. Il faut prier. Gilles Boko, il faut prier. Si la providence vous est favorable, vous êtes béni de Dieu, il faut prier et lui rendre gloire et grâce. John Kufuor a eu un temps béni, merveilleux. On s'est enrichi et tout. C'est pour ça d'ailleurs que dès que j'ai vu que c'était une pourriture, j'ai même pas duré. Qu'est-ce que vous appelez pourriture? Oui, pourquoi vous laissez ce pays comme ça et vous volez, vous faites n'importe quoi et tout? Comprenez? Moi, je t'ai dit que Ashanti Goldfield, c'est l'or ça. Bon, ils ont fait une marge bénéficiaire déclarée là à Wall Street, 269 millions de dollars bénéfices. Et du coup, vous déclarez au Ghana un déficit de 10 millions. Un déficit, Oui, un déficit de 10 millions. Pourquoi? Donc, quand je lui ai donné tous les documents, parce que j'ai un ami dont la fille travaille à Wall Street et tout, c'est elle qui m'avait donné tous ces documents. Je lui ai donné, look at this, what is going on? Tu appelles, tu vois. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Non, il n'avait rien dit. Il a appelé, pourquoi son nom m'échappe, l'un des hommes les plus riches du Ghana qui était le patron là-bas, contrôlé avec les Afriques du Sud et les Anglais et tout, Ashanti Goldfield et tout. Il appelle le gars, et on lui amène 3 cartons d'or. Et je vais là, je dis, hey John, what is wrong with you? Where are you going? Why is this? Why John? Don't do that. It's not good. C'est là où nos relations ont commencé. Tu vois, quand je suis revenu... Vous n'aviez pas eu un peu de ces lingots d'or? J'aurais dû. Carrément. Oui. Tu vois? Parce que mais j'aurais dû, ça m'aurait enrichi, j'aurais fait des choses et tout, et ainsi de suite et tout, tu vois. Maintenant, l'amitié est rompue, et le gars, je viens, mais il dit aux gens de me dire de venir à Castle, de ne plus venir à la maison. Tu comprends? Et son ministre des Finances,
L'autre, c'était Sam Jonah, celui qui était à la Chantilly-Golfi, Sam Jonah. Hein? Riche et tout ça là et tout. Tout ça là, quand tu vois un homme comme ça, il ne pouvait pas échouer. Tu vois. Moi, si j'avais ça, j'aurais fait du Ghana un bijou. Donc, mais il n'a pas échoué, il a fait ses 2 mandats. Oui, mais ça, c'est parce pouvoir. que tu vois, quand il y avait l'argent dans le pays, tout marchait et tout, les gens ont oublié leurs soucis. Il fallait venir, même chez moi, je garais combien 8 véhicules dans mon truc, tu vois, à Islegon là-bas, tu vois. Je faisais la fête tous les jours. Je vendais quoi? Je vendais les tenues militaires, treillis, bérets, que tout à l'armée et tout. C'est comme ça que j'ai conduit tous ces militaires-là et tout. Et en même temps, je vendais des médicaments. Et j'écrivais sur mes véhicules, là, Don't shit your health, buy quality drug. Ça circulait, l'argent rentrait. On était bien. C'est avec l'argent là que j'étais revenu en 2003 pour dire je suis candidat à la présidence de la République et je traînais. Il y a des gens qui disent où est-ce que le gars là trouve l'argent comme ça et tout. Et puis des rigolos disaient ah, il y a des gens, il y a des gens. Les gens, tu vois. Mais ça, vous ne pouvez pas mettre votre main au feu. Si vous ameniez les John Kufuor Lomé pour être aidé, ça veut dire que le président pouvait vous aider aussi. Quand le président, je crois qu'ils sont vivants, quand le président m'a dit de venir chercher de l'argent pour John Kufuor, qu'est-ce que j'ai dit à John, envoie. Il a envoyé à Souma Banda et l'autre là, et truc. Les deux, c'est eux. Et il les a fait, les a fait accompagner par le général Ouala et nos femmes. C'est eux qui ont apporté l'argent. Je le dis, moi, j'ai rien à foutre. C'est la vraie histoire, ça, tu vois. J'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. Vous n'avez pas eu de rétrocommission? Pourquoi? Pour faire quoi? J'avais déjà de l'argent. Tu vois, moi, la seule chose que je remercie Dieu parce que je n'ai jamais souffert. Je n'ai jamais eu de besoin, tu vois, et tout, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que quand je vois tous ces pourris corrompus et tout, je me dis, tu vois. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Maintenant, la question centrale, Ouais. est-ce que toutes ces élections au Ghana sont des élections libres, démocratiques, transparentes? Est-ce que les résultats reflètent? Non. Tu surtout sais, cette année. Hein? Cette année, je ne peux rien certifier, des trucs et tout. Mais quand tu vois entre les résultats des parlementaires et les résultats présidentiels, tu verras qu'il y a les Anglais, there is something fishy somewhere. Ça peut arriver, c'est pas une science exacte. Au Burkina, Kaboré a largement gagné les élections, mais les législatives, il n'a pas eu la majorité absolue. Oui, non, mais tu sais, parce que les gens sont là, on contrôle mieux les législatives et les locales. Parce que tu vois, les présidentielles, il y a toujours des problèmes. Contrôle et tout le reste et tout. Tu vois. Moi, donc vous avez un petit doute sur les résultats de cette année? Oui, forcément. Je les connais. Tu vois. Tu sais, il y a eu un moment où l'autre arrivait. Il y a eu aussi des fraudes. Et c'est John Mahama. Hein? Oui, Rawlings était parti même jusque à Tain. Ils appellent un truc là, ici, Constitution Tain. Et Rawlings est parti là-bas, puis tempêter et tout, qui a permis de mettre les trucs et pour que Mills puisse, tu vois, faire son arrivée au pouvoir et tout. Peut-être s'il était là, il allait encore parce que il représentait une force morale, tu vois, et il y avait toujours la crainte, hein, qu'ils reprennent les armes. Qu'ils reprennent les trucs et qu'ils reviennent au pouvoir. Mais John Mahama a été en justice, a saisi la justice sur les cas de fraude. Ouais. Est-ce que vous pensez que les résultats peuvent être renversés par la justice? Non. Est-ce que c'est une possibilité? Non, pour 2 raisons. La première raison, c'est personnel, parce que c'est avec John Mahama que moi, j'ai eu des problèmes à Accra. Tu vois. Corruption aussi, pourriture aussi. Tu vois. Et la plupart... mais il est juste reproché d'avoir pris un véhicule pour la signature d'un contrat. C'est qui? John Mahama. Non, le problème que je veux que tu comprennes, c'est que la plupart des juges, des avocats et tout, sont des fantis ou des achantis. Comprenez? À Kufuor. Et John Mahama, il y a des endroits aujourd'hui où, au nord, avant tout le nord, c'était le NDC. Mais il dit shift. Ils ont, tu vois, balancé un peu et des trucs comme ça et tout. Et c'est là où il y a le quiproquo.
Tu vois. Et donc, il ne peut pas gagner. Tu vois. Tu as vu, l'autre, il a fait une grave erreur. Il a nommé 6 juges à la Cour suprême sur les 9 et croyant qu'en contestant les élections, hein, la Cour suprême lui viendrait en aide. Je parle de Donald Trump. Mais la Cour suprême n'est pas d'accord. Et ça, vous parlez des États-Unis, nous sommes au Ghana. C'est pour la même chose ici. Tu vois. Et ça dépend des hommes. Donc vous pensez que c'est acquis, Nana Akufo-Addo? C'est fini, c'est terminé. Mais ce que vous reprochez à Mahama, à Akufo, on le reproche aussi à Nana Akufo-Addo, hein, la corruption, le juge anticorruption qui a démissionné la dernière fois. N'a pas fait une belle publicité. C'est pas un individu que j'apprécie sur le plan moral. Hein? C'est pas ça. Je ne l'apprécie pas. Et quand tu es... Il est capable de corruption? Mais terriblement. Et puis cet homme-là, pourquoi il nomme 100 et quelques ministres dans un petit pays comme ça? Il est malade. C'est de la corruption, ça. Ouais. Quand vous avez un pays comme la Pologne, il n'y a que 15 ministres. Pourquoi au Ghana, vous aurez 100 et quelques, 110, 15 ministres en comptant les députés ministères et des trucs comme ça et tout? Oui, mais est-ce que c'est ça qui pose fondamentalement problème? C'est un problème. Akufo-Addo, il a quand même eu de bons résultats sur le plan économique. Non, c'est faux. Sur le plan social, il a déclaré la gratuité de l'école jusqu'au lycée, je pense. Ça ne se fait pas. Ce sont des déclarations. Ils ont pris beaucoup de mes idées aussi là-bas, quand je les rendais publiques et tout ça. Mais ils n'y arrivent pas. C'est moi qui te le dis. Tu vois, j'ai voulu créer des hôpitaux mobiles au Ghana. J'ai tout fait. J'ai eu l'approbation du ministère de la Santé et tout. Et quand eux, ils sont venus, ils ont renversé les trucs. Et un hôpital mobile qui peut coûter 3,6 milliards complet et tout, mais ça a été facturé à 28 milliards et quelques. Ça veut dire quoi, ça? Et quand vous irez, bon, vous verrez des équipements performants, des trucs comme ça et tout. Mais c'est combien? 9 fois. Hein? Alors, en conclusion, les élections ont parfois arrangé la corruption que vous décrivez là, d'un niveau quand même très élevé. Très élevé. Est-ce qu'il faut parler encore de tradition démocratique au Ghana? Est-ce que c'est une démocratie surcotée? Non, le problème, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire un pays où il y a l'alternance. L'alternance cache comme l'arbre, la forêt. Voilà. C'est l'alternance qui fait que, bon, on va dire Ghana... traditionnel, you know. Oui, ça dit il y a des changements d'hommes, des trucs comme ça et tout. Ouais. C'est ça qu'il faut. Ça dit quand il y a un homme, et c'est lui, et c'est lui, et c'est lui. C'est ça, pardon, qui représente la défaillance, tu vois, des États. Parce que, tu sais, tout homme, hein, invariablement, irrémédiablement arrive à son niveau d'incompétence. Et le pouvoir corrompt, à tout prix. Tu vois. Le malheur de Gnassingbé Yadema, c'est quoi? Quand il nomme des gens et qu'après il veut rectifier, les gars redeviennent des opposants. On en connaît plein qui étaient dans l'opposition, qui étaient aussi avec lui après au pouvoir. Vous voulez parler d'Aguiome Kojo? Il y a lui, il y a les Nachaba, il y a les Dem Kodjo, il y a tout ça là et tout. Ouais. Mais quand vous êtes au pouvoir, mais la corruption, mais c'est pas facile de résister. Et parce que les gens, ils sont corrompus et tout, ils forment une équipe autour de toi et ils s'entendent entre eux et ils repoussent tout ce qui peut venir pour t'aider, pour t'éclairer, pour aller de l'avant. Alors, Nicolas Lassol, nous allons conclure cette émission. Oui. Est-ce qu'on a quand même eu votre réponse sur l'interrogation du jour, si le Ghana est une démocratie surcotée? Évidemment, oui, selon vous. Mais on va conclure, je vais vous donner la parole. Vous pouvez dire quand même quelques mots sur votre pays, le Togo, qui poursuit son chemin démocratique aussi, avec l'actualité marquée par l'arrestation de 2 leaders de la dynamique Monseigneur Pozro, une dame que vous connaissez très bien, Madame Brigitte Adjamangbo Johnson. Mais votre parti n'a pas réagi. Vous êtes dans un mutisme assourdissant. Que se passe-t-il? Vous n'êtes plus intéressé par la politique? Non, vous savez, cette madame-là, Adjamangbo, je l'ai connue pendant la période démocratique et tout.
Je lui ai laissé le poste que j'avais créé pour moi-même. Ministère de la Solidarité nationale, du bien-être social et des droits de l'homme. Pour une forme de compensation à Léopold Guinévi. Et qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Après, elle a été remplacée par Madame Adjamagbo. Mais quand j'étais parti lui dire que je voudrais lui dire quelles sont les attributions de ce département-là et quels sont les objectifs qu'on a fixés pour pouvoir créer un tel ministère. Elle me dit, Mila nommé ministre Agbaglonu Kemao Anama. Bonne chance. Moi, je voulais rester au Haut Conseil de la République pour pouvoir influencer la constitution nouvelle que le pays va avoir. Parce que l'acte 7 n'est pas la volonté du peuple. C'était notre volonté à la conférence nationale. Il fallait la volonté du peuple pour doter ce pays d'une loi fondamentale. Donc, je choisis d'être au Haut Conseil de la République. Et c'est ce que j'ai fait. La constitution. Et ce rappel historique sur Mme Adjamagbo, c'est pour dire quoi? C'est pour te dire tout simplement que après, c'est pas seulement là, quand ils ont créé leur mouvement là et tout, je suis allé chez elle. Je suis allé avec mon ami là, 3 fois ou truc, pour lui dire qu'on va procéder pour qu'il y ait un arrangement dans le pays, pour qu'on puisse s'entendre, pour se mettre ensemble, pour construire ce pays. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite et tout. Mais dès que j'étais parti, ils ont fait totalement autre chose. Je suis même allé rencontrer leur mouvement qu'il y avait là, je ne sais plus quoi là et tout, pour dire ce que je pense comment. Mais les gens croient que ils sont quelqu'un, oui, parce qu'ils ont un parti, parce que des gens votent pour eux et tout. Nous avons 98% d'illettrés, d'analphabètes dans notre pays. Et il y a tellement de choses à expliquer aux gens, à faire intéresser les gens, à faire comprendre aux gens pour que les gens prennent les bonnes décisions. Les Togolais sont perdus, et on les avait crétinisés et tout. Et donc, des fois, c'est pas des révoltes. Des sentiments de révolte, de rejet, des trucs comme ça. Donc nous devons éclairer notre peuple, lui expliquer quels sont les trucs et tout. Il ne faut pas susciter chez les gens, tu vois, les ressentiments, la haine, la division, la violence et tout. Vous n'obtiendrez rien. Donc vous n'appelez pas, vous ne demandez pas sa libération. Je m'en fous, ça fait leur problème. Quand on m'a arrêté au Ghana, parce que les vautours qui étaient ici voulaient... il y a un qui a écrit que, ah oui, il va escroquer une... Donc c'est un règlement de compte? C'est pour te dire que, tu vois, quand des gens ne se lèvent pas, quand tu es en difficulté, pourquoi tu veux te lever quand ils sont en difficulté? Moi, c'est pas la volonté seule de Dieu, comprenez? En rendant grâce à Dieu, que je ferai ce que j'ai à faire. Tu vois, quand toi-même, tu vas chercher tes histoires, je ne fais rien. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je sais pourquoi elle a été arrêtée? Est-ce que je sais? Alors qu'est-ce que je vais aller dire? Qu'il faut la libérer parce que. Au nom de quoi? Au nom de quel principe, de quelle valeur? Je vais dire ça. Non, j'attends de voir. Moi, si je suis là, puisque les gens, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent et tout. Donc, je suis là, j'attends, je vois. La seule chose que je sais, c'est que Dieu lui-même, qui est l'Éternel, le suprême, qui nous a créés, il sait pourquoi A est A, il sait pourquoi B est B. Moi, quand je fais mes erreurs et qu'on m'a arrêté et tout, je dis, mais rigolo, pourquoi tu es venu t'associer avec cette femme-là? Maintenant, tu as les résultats, tu dois te débrouiller. Merci. Je me suis débrouillé. Merci, Nicolas Lawson. Merci à vous et que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse New World TV. Nous arrivons donc à la fin de notre programme. Merci de votre aimable attention. À très bientôt sur votre chaîne.